Merci de m'avoir invité. Je suis désolé, c'est pas à cause du téléphone, mais j'ai la voix cassée. Alors c'est un peu dommage parce que d'habitude, je peux me passer du micro. Là, je vais pas pouvoir. Et ça va certainement rendre l'exposé un peu moins agréable. Je suis vraiment désolé. Donc ce que j'ai essayé de faire, on m'a demandé de faire quelque chose qui tienne en 1 heure et qui vous permette d'avoir une vision des bases de la téléphonie mobile, mais pas tant du point de vue des télécoms que du point de vue du sujet d'aujourd'hui, qui est les interactions des ondes avec les personnes. Et donc j'ai partagé ce petit exposé d'1 heure en plusieurs points. Alors au début j'avais commencé 1, 2, 3, puis vous voyez, ça c'est un peu, les numéros sont partis. Il y a d'abord les fondements. Je vais revenir sur quelques éléments de base, fréquence, longueur d'onde, puissance, comment les ondes, qu'est-ce que c'est qu'une onde? En gros, grosso modo, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui est facilement accessible. D'autant plus avec des ondes électromagnétiques que l'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Et donc il y a un vrai problème de visualisation de ce que sont les ondes. Ensuite, on abordera les questions de protection des personnes, qui est un point central. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on sait? Où sont les questions? Je n'ai pas la prétention d'aborder de vous dire où on en est des risques. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est pas dangereux? Je peux avoir un avis, mais travaillons pour Angelable, je serais un peu jugé parti. Donc la question, mon avis sur est-ce que c'est dangereux ou pas est pas vraiment important. Ce que je vais essayer de vous apporter d'un point de vue scientifique, c'est comment j'essaye d'apporter, moi, ma contribution scientifique dans le domaine des ondes électromagnétiques, dans le domaine de la dosimétrie expérimentale et numérique, pour permettre à des médecins, des biologistes et des épidémiologistes d'essayer, eux, de répondre à ces questions et d'essayer de faire avancer l'évaluation du risque sanitaire. Donc, première chose, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre Noël, les ondes, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce qui est amusant ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est Darsonval. Darsonval avait commencé à réfléchir au traitement médical via les ondes électromagnétiques. Bon, en gros, l'idée, c'était de mettre une personne dans une cage et d'envoyer du courant dans la cage. C'était censé traiter normalement les crises d'épilepsie. Bon, c'est donc, d'une manière générale, les ondes aujourd'hui sont principalement, et c'est ce que l'on voit dans le bus bleu, dans l'exposition, on voit l'ensemble des utilisateurs du spectre radiofréquence, et on voit que télévision, radio, les pompiers, enfin, on est quand même beaucoup à utiliser ce moyen de communication qui est à la fois facile et pratique. En gros, on n'a pas besoin d'un fil. Et donc, c'est beaucoup d'utilisation autour de ces technologies. Ce que l'on voit aussi, c'est que, comme c'était dit aussi par Pierre Noël, vous mettez un morceau de poulet dans votre micro-ondes et vous allez réussir à le faire chauffer. C'est-à-dire que les ondes électromagnétiques ont aussi cette capacité à agiter les molécules. On a commencé à s'intéresser aux effets des ondes sur la santé quand les pilotes de l'armée américaine commençaient à se réchauffer en face des radars. C'est-à-dire, pendant les guerres 45, il y avait des radars à l'avant des avions et quand il faisait un peu froid, ils se mettaient devant pour se réchauffer. Donc c'est les premières fois où il y a eu commencé à avoir des questions sur les interactions possibles entre les ondes et la matière vivante. Première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une onde? La première fois que j'ai fait un bar des sciences,
la question qui m'avait été posée était est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une onde? Et bien, ce n'est pas quelque chose qui est complètement facile. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien partir en disant oui, l'onde électromagnétique, c'est un champ électrique, c'est un champ magnétique. Je vais y venir parce que c'est important. Mais une onde, c'est d'abord un mouvement. C'est soit vous prenez un caillou, vous jetez dans l'eau, et vous allez avoir une vaguelette. Alors j'ai représenté ici, vous jetez le caillou et vous voyez arriver des vagues. Ces vagues, elles vont déplacer de manière verticale la matière, mais elles ne vont pas le déplacer de manière sur l'axe. Il y a une propagation de l'onde, mais il n'y a pas le déplacement de matière dans ce sens. C'est-à-dire que quand je tape mon caillou, je vois apparaître effectivement un mouvement sur l'eau qui est une vague. Alors si je tape plusieurs fois, je vais avoir plusieurs vagues. Mais si je regarde un bouchon qui se trouve sur l'eau, le bouchon, lui, il reste à la même place. Il monte et il descend. Et donc on a le temps que met ce bouchon pour monter et descendre va représenter la période, et le nombre de fois qu'il va monter et descendre par seconde, ça va être la fréquence. J'aurais pu prendre comme autre exemple la musique ou les couleurs. Quand on a des notes pures, on a aussi à peu près les mêmes notions. C'est-à-dire qu'on voit bien que plus la fréquence est élevée, plus le son va être aigu. Ça veut dire qu'on a des montées et des descentes de plus en plus rapides. La longueur d'onde, ça va être ce qu'il y a entre deux états identiques. C'est-à-dire que si je suis l'onde, je vais démarrer, je monte, je descends, je remonte. Ça, c'est la longueur d'onde. Et l'amplitude, c'est le crête à crête. J'ai voulu faire ça parce qu'il y a souvent mélange. Et pas forcément de manière... pas aussi peu souvent qu'on pourrait le penser. Il y a un mélange entre fréquence et puissance. C'est-à-dire que les gens se disent oui, c'est une onde de grande fréquence, donc elle a une forte puissance. C'est décorrélé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le domaine ionisant, et donc on n'est pas dans ce domaine où l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa longueur d'onde. On a bien ici une décorrélation, on a bien l'amplitude qui est une chose et la fréquence qui en est une autre. Alors, quand on commence à parler de l'onde électromagnétique, autant l'exemple que j'avais tout à l'heure sur l'eau, on sent qu'on a besoin d'avoir un milieu matériel. J'ai besoin d'avoir du solide. C'est l'eau qui va faire monter et descendre le bouchon. L'onde acoustique va se propager parce que j'ai un milieu matériel qui permet à des ondes de pression de se déplacer. Ce qui est mystérieux, et je trouve que c'est assez joli, le mystère avec les ondes électromagnétiques, c'est qu'elles se propagent sans support matériel. C'est-à-dire que les ondes, elles existent, elles se propagent, même s'il n'y a pas de matière. Et je pense qu'on est dans des concepts où il y a l'énergie qui va se propager. Et c'est ce qui est en général relativement dur. En tout cas, moi, c'est ce qui était très dur au démarrage. C'est arriver à s'imaginer quelque chose qui se propage sans aucun support. La lumière, c'est identique. On est tellement habitué qu'on l'a intégré, mais ce qui vient du soleil n'a pas besoin d'avoir un support matériel pour se promener. C'est la même chose pour les ondes électromagnétiques. On a un champ électrique et un champ magnétique qui sont dans le domaine des hautes fréquences couplées. Donc le champ va se balader, on le voit ici. Donc là, toujours pareil, la longueur d'onde, c'est pour la répétition, c'est important. Donc là, on a le champ électrique ici, le champ magnétique. Je les ai représentés perpendiculaires parce que quand on travaille avec des ondes planes, on travaille avec des ondes pour lesquelles le champ électrique et le champ magnétique sont orthogonaux entre eux et orthogonaux à la direction de propagation. Ça veut dire que quand je me déplace dans ce sens-là, j'ai un champ électrique vertical et un champ électrique
un champ magnétique horizontal. Je pourrais très bien avoir le champ magnétique vertical et électrique horizontal. C'est l'orthogonalité qui compte. Ce qui est important de se rappeler, et j'y reviendrai dans l'exposé, c'est que cette propriété des champs, on la retrouve pour des sources, pour des champs qui ont été produits par des sources lointaines. Ça veut dire que cette propriété d'avoir un champ E et un champ H orthogonal et proportionnel entre eux, c'est une propriété que l'on va retrouver avec des antennes de type de téléphonie mobile quand ces antennes sont loin. Ce qui est aussi important de voir, c'est qu'on a des champs électriques et magnétiques qui sont fortement couplés. Je ne vais pas rentrer dans les équations de Maxwell, je pense que j'en ai pas mis une pour ne pas alourdir la... Puis en plus, ça ne sert à rien, enfin, des équations, on n'est pas là pour parler des équations, mais ce qui est important, c'est de voir que la circulation d'un champ est proportionnelle à la dérivée du flux, donc au taux de progression du flux à travers la surface. C'est-à-dire on sent que, j'ai mis des anneaux, mais on est réellement avec un champ électrique, un champ magnétique qui sont indissociables. Quand l'un tourne, le flux, donc en gros la puissance qui va rentrer dans le disque, et la variation de cette puissance va induire un champ électrique, un champ magnétique. Donc on a réellement un fort couplage. Les ondes, elles n'existent pas pour tout seul. Enfin, on n'a pas d'ondes qui s'autogénèrent. Donc il y a bien quelque chose qui crée, il y a une source. De même que quand dans le jardin, je veux arroser et j'utilise un jet d'eau, j'amène de l'eau et ensuite j'ai un système qui va me répartir l'eau dans l'espace. Pour les antennes, on a quelque chose qui est relativement équivalent, que ce soit en réception ou en émission. C'est pour ça que j'ai mis le rôle d'une antenne est de créer ou de capter un champ électromagnétique. Le champ, il faut bien le créer quelque part. Alors si on voulait, on pourrait revenir, bon, ce sont des atomes, il va y avoir des électrons qui vont bouger, mais grosso modo, il faut bien qu'ils aient un support pour le faire. Et donc, le rôle de l'antenne va être de créer un champ en ayant la volonté, comme un phare, d'orienter. C'est-à-dire que parfois, j'ai envie que tout le monde puisse le voir, ou j'ai envie que ce soit uniquement un secteur qui soit visible. Pour la téléphonie mobile, c'est identique. Quand je veux réutiliser souvent la fréquence, c'est-à-dire que si on prend l'analogie de la couleur, si tout le monde... Si j'ai la possibilité d'avoir 8 personnes utilisant la couleur jaune, et si je n'ai qu'une couleur pour la France, ben j'ai 8 personnes. Si par contre j'ai plusieurs couleurs et que j'essaie de diviser la France en petits secteurs pour réutiliser beaucoup de fois la fréquence, on a une approche cellulaire, c'est ce que j'ai représenté ici, et on va mettre des couleurs, donc des fréquences, des couleurs différentes dans chaque zone, en essayant de ne pas émettre, de ne pas avoir la même couleur adjacente, et en essayant de réutiliser au mieux et au plus vite la même couleur. C'est-à-dire que l'éternel problème des gens qui font des réseaux mobiles, c'est j'utilise une fréquence dans une zone, j'essaye de l'optimiser, de ne pas en mettre trop, pour pouvoir réutiliser au plus vite la même fréquence. C'est important parce que la puissance que l'on injecte dans les antennes de téléphonie mobile sont utiles dans la zone, mais sont aussi du bruit quand on voudra les réutiliser la même couleur. Donc, d'un point de vue philosophique, les réseaux mobiles
on doit être vertueux dans l'utilisation qu'ils ont de la puissance, puisque mettre trop de puissance dans les stations, c'est bien couvrir une zone, mais c'est s'interdire de pouvoir la réutiliser rapidement. Et donc je pense que c'est un des éléments qui est important. L'autre chose, c'est le rôle de l'antenne. Là, je l'ai montré ici avec une simulation. Une antenne, son objectif, ce n'est pas de couvrir le ciel et partout. On couvre une zone. Donc c'est soit on va couvrir un secteur ou on va couvrir un tort, enfin une région circulaire. Mais à chaque fois, on va avoir une forme de compression, d'essayer de compresser l'énergie ou de la forcer à aller dans une direction. Même analogique avec les phares. L'idée, c'est vraiment d'avoir une forme de réflecteur qui va nous aider à pouvoir orienter les choses dans une direction. Alors en lumière, on va mettre des réflecteurs. Dans le cas de la téléphonie mobile, on va plutôt utiliser des systèmes de réseau. C'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs sources et l'éloignement entre ces différentes sources va nous permettre de pouvoir pincer le faisceau, d'une part, et ensuite, en mettant un réflecteur à l'arrière, on va pouvoir limiter l'aspect angulaire. Et de cette manière-là, on arrive à faire une antenne qui, un peu comme là, arrive à mettre beaucoup de puissance dans une seule direction. Et on voit bien que dans ce cas-là, que l'énergie qui est rayonnée en bas, elle est beaucoup plus faible que celle qui est rayonnée ici, même si elle existe. Et là, je reprendrai l'analogie de l'arroseur ou du jet d'eau. C'est-à-dire que quand je oriente mon jet d'eau, c'est comme ça que je fais chez moi pour arroser le jardin, j'aime pas trop bouger. Et il y a des petites gouttes qui sont partout, quoi. Le jet est fait pour aller loin, mais entre le point d'impact du jet et le jet lui-même, il y a plein de gouttes. Et en téléphonie mobile, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser le téléphone. La structure du champ, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le champ électromagnétique créé par une antenne, quand on est loin de cette antenne, c'est un champ pour lequel on a quasiment une structure d'onde plane où il y a une belle proportionnalité entre le champ électrique et le champ magnétique. Ce que l'on sait, c'est que la valeur du champ électrique induit par ce type d'antenne va décroître, en fait, il va dépendre de deux paramètres importants qui sont la directivité de l'antenne et la distance. C'est-à-dire que quand vous voyez une antenne, la distance n'est pas un élément suffisant pour caractériser l'exposition induite par cette source. C'est-à-dire que si l'antenne, elle envoie l'énergie comme mon laser, si l'énergie est envoyée dans cette direction, de l'autre côté, il n'y a rien. Et donc, pour pouvoir évaluer le champ induit par une antenne, il y a bien ces deux éléments qui sont la décroissance avec la distance. En fait, le champ électrique, la puissance est inversement proportionnelle au carré de la distance, mais le champ électrique, lui, est inversement proportionnel à la distance. Ça, c'est la première chose. Et la valeur du champ va aussi dépendre de la directivité de l'antenne. C'est-à-dire que quand je me place dans le lobe principal, sur l'axe principal, là où on a envoyé l'énergie, on a bien une décroissance de la puissance envoyée en 1 sur R. Quand on se retrouve sur les lobes latéraux, et on le voit encore mieux ici, on voit bien qu'on aura toujours cette décroissance en 1 sur R, mais pondérée par le fait que dans ces directions-là, l'énergie qui est envoyée est très très faible. Et c'est bien ces deux éléments-là. C'est pour ça que, en général, il est important, quand on veut évaluer un champ électromagnétique, ou quand on n'a pas fait la mesure et qu'on veut savoir un peu quand même ce qu'il en est, d'avoir en tête que c'est pas parce que je vais avoir 5 watts qui vont être mis dans une antenne que je vais avoir obligatoirement ces 5 watts qui vont rayonner dans la direction où je suis. Il y a des grands débats sur le positionnement des antennes. On voit bien avec ce type d'exemple que quand vous êtes en dessous de l'antenne,
le niveau de champ que vous recevez est relativement faible. Donc là, c'est une suite. On voit simplement en mise en équation que si vous aviez une source isotrope, c'est-à-dire une source qui rayonne dans toutes les directions, puisqu'il y a une relation entre le carré du champ et la puissance, on voit bien que le champ au carré est divisé par l'impédance du vide. Simplement, le champ électrique et le champ magnétique étant orthogonaux entre eux et proportionnels, le ratio entre le champ électrique et le champ magnétique sont donnés par l'impédance du vide. Comme une impédance, ça s'exprime en ohms, et dans le cas présent, ça vaut 377 ohms. Et on voit que c'est proportionnel à la puissance que j'aurais mis dans ce point, divisé par la surface de la sphère. Donc, on a bien une relation puissance-champ qui est liée puissance carré du champ. Ce qui est important de bien prendre en compte, j'ai donné quelques exemples, c'est que les systèmes réels n'émettent pas en permanence au maximum. Quand je prends une antenne FM, peu de variations. Le niveau de la puissance émise est relativement faible. Quand je regarde le niveau émis par une antenne GSM, le minimum, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle un pilote. On le retrouve, c'est une fréquence particulière sur laquelle, même si personne ne téléphone, il y a toujours du signal qui est mis pour permettre à un mobile, si vous avez un mobile, quand vous allumez votre mobile, qu'il puisse écouter et qu'il puisse savoir un minimum de choses sur son environnement, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et donc on a toujours, même au plus bas de l'activité, on a toujours ce petit pilote qui est émis par la station de base. Et ensuite on voit, bon vous n'avez pas les chiffres, mais on va voir une remontée qui grosso modo au maximum de 2. C'est-à-dire que théoriquement, on pourrait très bien se dire, bon, ben, le maximum que je vais avoir, c'est lié au fait que j'ai beaucoup d'émetteurs et que quand ils vont se mettre tous à travailler, je vais avoir une puissance qui va s'accumuler ou avoir différents signaux qui vont se cumuler. En fait, ce qui arrive, c'est que tout le monde ne travaille pas en même temps, tout le monde n'est pas en train de téléphoner en même temps, et on a en plus un système qui s'appelle le contrôle de puissance, je vais revenir ici, qui fait qu'on va moduler la puissance émise en fonction du besoin. Quand je prends un téléphone, il faut économiser sa batterie, d'une part. Il faut économiser le signal à bruit. Ce que je disais tout à l'heure, le signal des uns, c'est toujours le bruit des autres. Ce qui fait que si un téléphone émet à plein tube en permanence, eh bien, ça va empêcher les autres de bien communiquer. Et donc, dans les systèmes de GSM, le système qui est pris, c'est j'émets au maximum au début, et ensuite, dès que je peux, je réduis ma puissance. Bon, avec le GSM, on a en plus le fait qu'à chaque fois que je vais changer de station, donc si je suis en voiture, je suis en train, vous allez vous accrocher à plein de stations. C'est le rôle, la liaison entre votre mobile et la station de base, c'est la l'onde électromagnétique, mais c'est un fil invisible, mais c'est pareil, enfin, c'est un fil, c'est que moi, mobile, je m'accroche à une station de base, et puis en avançant, je m'accrochais à une autre station de base. Avec le GSM, à chaque fois qu'on va s'accrocher à une nouvelle station de base, on va remonter en puissance. Dans le cas de l'UMTS, de la 3e génération, c'est pas du tout la même stratégie. On démarre de bas et on remonte. La raison est simple, c'est que pour l'UMTS, le bruit des autres, il est vraiment très très gênant. Alors que pour le GSM, il est simplement gênant. Donc la stratégie qui a été prise pour la 3e génération, la technologie qui est utilisée, qui est l'étalement de spectre, ça sort complètement de cet exposé. Mais dans l'étalement de spectre, quand je veux récupérer le signal, puisqu'on est tous... C'est un petit peu... Le GSM, pour moi, c'est... chacun parle, chacun à son tour. On est beaucoup à vouloir parler, chacun à son tour.
l'UMTS, on parle tous en même temps, mais pas la même langue. Et ce qui est amusant, c'est que quand on est dans une salle de français et qu'il y a un anglais qui parle, on l'entend très très vite. Ou quand en Angleterre, on a un français qui parle, on entend très très vite ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître une langue et de déconvoluer les choses. C'est un peu la même chose pour le CDMA. Et pour le Wi-Fi, on voit que là, on est en train d'avoir un autre système qui est des émissions non périodiques. C'est-à-dire que le Wi-Fi, c'est un système qui n'est pas très intelligent. Il ne module pas sa puissance. Donc il émet toujours au maximum quand il émet, parce qu'il n'émet pas tout le temps. C'est-à-dire que le Wi-Fi, c'est j'écoute. S'il n'y a personne qui parle, je fais un tirage aléatoire et au bout d'un moment, je tire un chiffre qui va me donner le temps que je dois attendre avant de démarrer. Si au moment de démarrer, il n'y a toujours personne, j'émets. S'il y a déjà quelqu'un, je recommence. Je fais de nouveau j'attends, j'écoute, et s'il n'y a personne, je fais un tirage. Ce qui fait qu'on a des émissions qui sont très, très, très peu régulières, d'une part, et d'autre part, avec beaucoup, beaucoup de trous. Quand vous émettez, si vous utilisez votre Wi-Fi à la maison, la borne Wi-Fi ou votre ordinateur, quand bien même vous seriez en train d'échanger des fichiers très très volumineux, en train d'envoyer à quelqu'un des gros fichiers, des grosses images, eh bien, au maximum, vous allez utiliser 40% du temps. C'est-à-dire que l'occupation temporelle de votre signal, c'est uniquement 40% du temps. C'est-à-dire qu'on est 40% de la puissance maximale. Et quand on regarde l'utilisation du Wi-Fi pour la téléphonie pour la téléphonie voix, pour le passage de signal de voix, on est plutôt de l'ordre de 10%. Donc vous voyez, c'est une des stratégies qui vont être complètement différentes, mais qui sont importantes de prendre en considération quand on veut évaluer un niveau de champ, puisque le niveau de champ induit, quand je vais vouloir mesurer ce qui vient d'une antenne GSM, je ne vais pas pouvoir utiliser la même stratégie que ce que j'ai quand je veux mesurer une antenne, un système qui vient de Wi-Fi. Bon, là, j'ai déjà expliqué, là, c'est différence GSM, UMTS. Bon, là, ce sont la distribution des niveaux. Ce qui est important de voir ici, c'est que j'ai des niveaux, c'est une distribution statistique. On voit qu'on utilise beaucoup les niveaux très très bas et beaucoup les niveaux très très hauts. Alors qu'avec l'UMTS, on utilise très très peu les niveaux hauts, très très peu les niveaux bas et qu'on est plutôt à la moyenne. La différence, c'est que il y a à peu près... la différence entre la moyenne de l'UMTS et la moyenne du GSM, c'est à peu près 100. C'est-à-dire que alors que le GSM va utiliser, quand on fait la moyenne, on considère qu'un téléphone GSM, en moyenne, va utiliser la moitié de sa puissance. C'est-à-dire que si on vous dit votre GSM, il a été testé, on y reviendra, je suis un peu en avance de phase, mais il fait 1 watt par kilogramme, ce qui a été testé au maximum. Quand vous l'utilisez, votre système GSM, ce que vous avez réellement comme puissance, à peu près la moitié, c'est 0,4 watts par kilogramme. Quand vous avez un téléphone UMTS qui vous a été donné avec un DAS de 1 watt par kilogramme, eh bien, quand vous l'utilisez près de votre oreille pour écouter, pour parler, c'est plutôt de l'ordre de 1% du maximum, donc 0,01 watts par kilogramme. Donc on sent qu'on est vraiment dans des proportions qui sont très très différentes. Donc là, j'ai abordé les systèmes. Maintenant, on va commencer à se rapprocher un peu plus de l'humain. Quand on prend les ondes électromagnétiques, là, depuis tout à l'heure, on parle de la propagation dans l'air. On n'a pas d'absorption. Le système, la seule chose qui se passe, c'est que, puisque comme un caillou dans l'eau, c'est-à-dire que j'ai mon cercle qui, au fur et à mesure que le système s'étend, l'amplitude diminue. C'est un peu normal. J'ai mis on n'a pas, sinon ça saurait, on aurait de la création d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie que j'ai mis au démarrage pour créer la petite vague, eh bien quand le petit cercle s'étend, ma vague, elle devient de plus en plus petite parce que j'ai de moins en moins d'énergie pour la propager. Dans le cas des tissus biologiques,
on a des milieux qui sont à perte. C'est-à-dire que, ils n'ont pas la même... dans ce milieu, on ne va pas avoir la même vitesse que dans le vide. On est sur des milieux qui sont des milieux dits électriques, c'est-à-dire que le système va avoir tendance à avoir des longueurs d'onde plus petites. Et c'est un peu plus dur, quoi. En grosso modo, il faut se dire, dans ce milieu-là, c'est plus dur d'avancer. Donc j'avance moins vite. Et en avançant moins vite, puisque j'ai toujours cette fréquence qui est la même, montée-descente, c'est toujours la même. Donc en avançant moins vite, eh bien, c'est la longueur d'onde qui va bouger. Puisque le montée-descente étant quelque chose de constant, la fréquence, le temps de montée-descente étant constant, c'est bien le temps c'est bien la distance que je vais parcourir entre une montée et une descente qui va changer. Donc on a une partie de l'énergie incidente qui arrive, une partie qui est réfléchie, une partie qui est transmise et qui est absorbée. Un peu comme on le retrouve dans un milieu matériel où il y a des frottements. Quand on prend un être humain, l'absorption va dépendre, j'ai mis la forme, c'est pas très explicite comme expression, mais va vraiment dépendre de la forme. Quelque chose qui est assez simple à comprendre, si l'absorption, et c'est le cas, va dépendre grosso modo de la surface offerte. On sent bien que plus on offre une grande surface, et plus on va avoir de l'énergie qui va pouvoir rentrer. Donc la forme joue. Ensuite, c'est pas parce qu'elle peut rentrer qu'elle va rentrer. Elle va dépendre des tissus, c'est-à-dire que la partie réfléchie est quand même quelque chose d'important. Et ensuite, elle va dépendre de la fréquence. Parce que l'absorption dont on parle ici, c'est ce que l'on fait, c'est que l'on fait bouger les molécules. Je n'ai pas développé cette partie, mais c'est bien le mouvement des molécules qui fait que c'est plus ou moins dur, suivant les fréquences, de les bouger, et ça représente les pertes. Et donc, les pertes des matériaux vont être différentes suivant les fréquences. On y reviendra tout à l'heure, on voit que, par exemple, quand vous montez en fréquence, quand les systèmes de télécommunication montent en fréquence, l'absorption est de plus en plus périphérique. C'est-à-dire que le niveau d'absorption, de par les tissus et de par la structure de l'absorption de l'onde, va se faire de plus en plus sur les tissus périphériques. Donc, par exemple, avec des systèmes qui commencent à émerger aujourd'hui, qui sont les systèmes WiMAX, qui vont être jusqu'à des fréquences allant jusqu'à 5 gigas, eh bien, l'essentiel de la puissance absorbée va être pratiquement absorbé par la peau. Quand je travaille avec un système de type 900 mégas ou avec des systèmes de type Tetra, qui est l'équivalent du GSM pour la police, on est à des fréquences de 900 mégas ou de 400 mégas, donc 400 millions de fois par seconde. Hein. Le mégahertz, c'est ça. Un méga, c'est un million. Giga, c'est milliard, c'est 10 puissance 9. On se retrouve donc à avoir une grosse dépendance de cette absorption suivant les tissus. Et grosso modo, l'absorption des tissus va dépendre d'une part de leur pourcentage d'eau et d'autre part de leur vascularisation. Pourquoi ? Il y a le sang, c'est très conducteur, et donc on va se retrouver un peu à avoir un petit peu les deux éléments qui vont apparaître. Mais entre la peau, l'os, le muscle et la graisse, vous allez avoir des capacités d'absorption des ondes électromagnétiques qui sont très différentes. Par exemple, la graisse absorbe relativement peu. Donc, quelqu'un qui aurait une couche de peau, une couche de graisse, une couche de peau, une couche de muscle, et ensuite une couche de graisse, eh bien, on pourrait se poser la question à certaines fréquences de savoir si, en fonction de l'épaisseur de cette couche de graisse, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des phénomènes tels que ceux qu'on a avec les lunettes, qui sont des lunettes dépolarisantes, c'est-à-dire que d'avoir ou d'aider à faire rentrer la puissance à l'intérieur, ou d'avoir une forme qui rejette, en gros ce qu'on utilise avec les lunettes pour se protéger des UV. C'est-à-dire qu'on a des couches
qui font que bon, ben, on ne laisse pas passer ces longueurs d'onde-là. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir, on regarde et on va voir, c'est un peu l'enjeu de toutes les études que l'on mène, savoir quelle est l'influence de la morphologie. Chose que vous voyez peut-être un peu, moi non plus je n'arrive pas à lire, donc c'est pas très grave. Mais il y a une très très forte hétérogénéité. C'est-à-dire que quand on prend la tête humaine, on démarre, si on démarre, on a de la peau, et quand je dis de la peau, je suis gentil, parce que je ne suis pas médecin, donc moi je me suis... pour moi, l'être humain, c'est un ensemble de petits cubes d'1 millimètre. Alors pour les médecins, ils vont rigoler, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Mais dans la description qu'on va avoir, chaque fois que je vais parler de l'être humain, le maximum de la résolution qu'on a aujourd'hui, c'est à peu près la résolution de l'IRM. C'est à peu près 1 mm, un demi-millimètre, suivant les technologies. Donc là, on va avoir une décomposition d'une tête humaine, millimètre par millimètre. Et donc, on va définir, ça c'est de la peau, ça c'est du muscle, ça c'est du cartilage, matière blanche, matière grise, liquide céphalorachidien, les veines, etc. Donc on va décrire. À chaque fois que je vais rentrer dans ces milieux, il va falloir que je regarde comment ce milieu-là absorbe l'onde. Ce qui m'amène à comment je fais pour quantifier. On a vu tout à l'heure le champ, j'ai beaucoup parlé, du champ électrique, du champ magnétique, et puis j'ai commencé à parler rapidement, comme je disais un peu en avance de phase, du débit d'absorption spécifique. Alors excusez-moi parce que parfois moi je vais dire SAR, parce que en fait débit d'absorption spécifique c'est français, et puis SAR c'est Specific Absorption Rate, et bon, bah, dans mon boulot je travaille beaucoup avec des gens de l'extérieur, donc on est obligé de parler de la même chose, et donc on dit souvent ça. Et donc je vais certainement faire des confusions. Donc le débit d'absorption spécifique, ça va caractériser l'énergie qui est absorbée par le tissu. C'est une petite unité d'énergie, donc des joules, divisée par une petite unité de masse, et divisée par une petite unité de temps. Ça, c'est la définition la plus simple du débit d'absorption spécifique. Localement, je vais donc avoir des joules sur du temps, c'est des watts, divisé par de la masse, des kilogrammes. Et donc, le SAR, le DAS, ça s'exprime en watts par kilogramme. Ça correspond à la puissance que vous absorbez divisée par votre poids. Si, comme moi, vous pesez 50 kilos, j'ai le droit de le penser. Donc, c'est comme ça, j'ai le droit de le penser. La malhonnêteté n'est pas réservée qu'aux autres, moi aussi. Donc, si en gros, vous absorbez 200 watts, mais que vous pesez près de 100 kilos, eh bien, la puissance que vous aurez, le DAS que vous aurez en moyenne dans votre corps, c'est 2 watts par kilogramme. On y reviendra, les limites aujourd'hui sont de 0,08 watts par kilogramme. Pour quelqu'un de normalement constitué, dans mon référentiel à moi, c'est à peu près 70 kilos, à peu près. Pas pour les enfants, mais... Donc si on fait 78 kilos, 68 kilos, 70 kilos, ben vous faites le calcul vous-même, vous allez voir que ça représente quand même quelques watts. On arrive, et on y reviendra parce qu'on va s'en servir pour le calculer. On arrive à montrer que ces watts correspondent, grosso modo, aux effets Joule. C'est l'énergie qui est déposée dans vos tissus. Alors, l'année dernière, ou il y a 2 ans, à une conférence de la Fondation Radiofréquence et Santé, j'avais expliqué ça, et on m'avait dit, oui, mais il y a aussi des pertes magnétiques. Les pertes magnétiques, c'est... quand elles existent, qui n'est pas forcément toujours démontré, mais ce sont des traces. Donc en gros, un système peut très bien réagir de manière biologique avec des traces. La preuve, c'est que vous arrivez à faire passer
dans de l'eau pure en mettant des traces, quelques ions à faire passer du courant, sans que pour autant il y ait une grosse proportion de matériaux, dans le cas de l'eau, de petits ions. Dans le cas présent, dans la matière vivante, il y a trop peu de pertes magnétiques pour que ça influe la puissance absorbée. Ça veut dire que si on s'intéresse d'un point de vue biomédical à l'impact que pourrait avoir un champ électrique magnétique sur la capacité d'un homme ou d'un animal à se repérer, puisque grosso modo, ça fait partie des hypothèses sur les pigeons, etc. Même si on a démontré que les pigeons n'utilisaient pas que ce vecteur-là, il y a plein d'autres choses, mais ça peut rentrer. Grosso modo, c'est pas cette magnétite qui peut résister et dans des proportions suffisamment faibles pour qu'on puisse la négliger du point de vue des pertes. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un débit d'absorption spécifique qui est proportionnel à la norme du champ carré. Alors, suivant que vous mettez un 2, suivant que vous parlez du champ crête et vous l'enlevez si vous parlez du champ moyen. Mais en fait, l'idée, c'est de dire c'est proportionnel au champ carré. Et ensuite, on va ou le moyenner localement, comme ici sur une tête, c'est-à-dire que les normes, on y reviendra, les normes vont nous demander de moyenner ce débit d'absorption spécifique sur une masse de tissu ou sur le corps entier. C'est comme ça qu'il est utilisé le plus souvent. Maintenant qu'on a posé un peu les bases du système, je vais essayer d'accélérer un peu, et on va aborder maintenant la question de la protection des personnes. Donc, souvent on dit oui, on fait n'importe quoi, les choses n'ont pas été bien calées, on n'a rien fait, on n'a pas étudié les choses. C'est pas tout à fait vrai quand même. Il y a des normes qui existent. L'État, les industriels, les collectivités locales ne font pas n'importe quoi. Et au niveau international, il y a des niveaux de protection qui ont été définis par la Commission de protection contre le rayonnement non ionisant, qui ont été établis dans les années 70-80, qui ont été revus dans les années 90 et qui sont régulièrement analysés par l'ICNIRP, même si l'ICNIRP ne sort pas chaque année un nouvel avis. En France, en Europe, ces niveaux ont été validés par le comité scientifique et toxico-écologique de l'Union européenne et par le CNIR. Le CNIR, c'est à peu près la même chose, mais pour les nouvelles technologies. Et en France, les niveaux ont été repris par un décret en 2002. Alors, comment, la question qu'on peut se poser, en tout cas moi c'est les questions que je me suis posées les premières fois où j'ai commencé à traiter de ces questions, c'est de quoi elles protègent et comment elles ont été établies. Comment elles ont été établies? Elles sont basées sur la littérature scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens de la Commission internationale de l'ICNIRP, ils ont lu ou ils ont accès à l'ensemble des publications qui ont été réalisées et ils compilent cet ensemble de connaissances et ils en extraient les effets avérés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des hypothèses que ça vaut réalité. On pourra, je pense, dans le débat revenir sur le principe de précaution, qui est quelque chose d'important, puisqu'on a parfois besoin de ne pas attendre. Si on a un doute sérieux et que l'on pense qu'on est en train de faire quelque chose de grave, on ne va pas attendre d'avoir la preuve pour se dire on arrête. Quand c'est le cas, on sait qu'il peut y avoir du benzène dans une bouteille d'eau pétillante, on arrête. Ça paraît assez logique. Mais l'essentiel des normes ne peuvent pas se baser, enfin les niveaux de protection ne peuvent pas se baser que sur ces suspicions ou sur des possibles. Donc il y a une analyse qui est faite et on essaie de regarder les effets avérés. Les effets connus aujourd'hui ne sont pas que les effets thermiques. Dans le domaine des radiofréquences, c'est les effets thermiques. Mais quand en basse fréquence,
c'est essentiellement les courants induits. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un champ magnétique et que vous bougez rapidement votre bras, eh ben, vous retrouvez, vous êtes en train de refaire l'expérience de la grenouille. Très très vite, il y a un courant qui va se propager qui va être généré à l'intérieur et qui va vous forcer très très rapidement à une contraction. Donc, les effets connus ne sont pas forcément des effets thermiques. En radiofréquence, les seuls effets avérés aujourd'hui, je ne ferme pas la porte parce que je vais y revenir, sont les effets thermiques. Au-delà de 4 watts par kilogramme, on peut avoir une augmentation de la température du corps de plus de 1 degré. 1 degré, ce n'est pas létal, enfin, c'est quand même sacrément gênant. Ça peut vous empêcher de décider, mais surtout, et on le sait, quand on met les enfants à la plage, on leur met un bob pour pas qu'il y ait une insolation, pour pas qu'il y ait une augmentation de la température du cerveau qui soit trop importante. Et donc, c'est fait pour limiter ce type d'augmentation de température. Et pour être sûr qu'on est très très loin de ces effets, pour les travailleurs, alors c'est une notion un peu bizarre, les travailleurs, c'est en gros pour les adultes en bonne santé capables de travailler. Ce qui était avant le cas des gens en bonne santé, etc. Maintenant, je ne me prononce plus, les choses évoluent tellement vite, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Mais disons que pour les gens donc normaux en bonne santé et capables de travailler, on va diviser par 10. Et puis, pour les enfants, les personnes âgées, on ne sait pas trop bien quel est leur... Est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir un risque de moins bien vasculariser? Et donc, il y a eu un facteur supplémentaire qui a été pris. Ce qui fait que de 4 watts, on tombe à 4 watts divisé par 50, donc 0,08 watts par kilogramme, comme je donnais tout à l'heure. Et pour être sûr qu'on ne va pas avoir une concentration locale, puisqu'on sait que quand on met 100 watts dans l'œil d'un lapin, il y a une cataracte, 100 watts par kilogramme. Dans l'œil d'un lapin, on sait qu'il y a une cataracte qui va se développer. On va là aussi diviser par 50, ça fait qu'on a 2 contraintes qui sont limite d'exposition locale, 2 watts par kilogramme. Je vous passe les détails sur les membres, etc. C'est ce qui est impeccable au téléphone. Il ne faudrait pas qu'il y ait une forte concentration d'énergie très très locale et ne rien avoir, on le comprend assez logiquement, pour éviter une accumulation locale, même si globalement il n'y a pas beaucoup d'énergie, on va avoir donc cette limite locale de 2 watts par kilogramme et cette limite pour le corps entier qui est de 0,08 watts par kilogramme. Étant donné que la mesure, et on y reviendra, ou le calcul, ce n'est pas quelque chose qui est simple, en même temps que l'ICNIRP a défini ses limites fondamentales en watts par kilogramme, ils ont aussi pensé aux gens comme vous et moi qui ne nous promenons pas tous les jours avec une sonde à se mettre dans le cerveau pour regarder ce qu'il y a comme puissance absorbée. Et on a défini des niveaux de champ. C'est-à-dire que les choses qui sont plus faciles à mesurer, on prend une sonde, on mesure en l'absence de la personne, et c'est en général ce qui est discuté dans les discussions, y compris le dosimètre. Enfin, tout à l'heure, j'étais dans le bus, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen simple pour mesurer le champ. Et donc, l'ICNIRP a bien pris en considération ces éléments-là, et on a établi des normes dérivées, c'est-à-dire que des niveaux qui garantissent que si ces niveaux ne sont pas dépassés, la puissance absorbée ne dépassera pas les limites acceptables. Donc à 900 mégas, on est, oubliez les travailleurs, mais 41 volts par mètre. À 1800, on est à 58 volts par mètre. Et à 2,1 gigas ou 2100 MHz, on est à 61 volts par mètre. Ce qui est important de voir, c'est que quand j'ai parlé des limites en puissance, je n'ai pas parlé de fréquence. C'est vraiment physiologique. C'est la capacité qu'on a à diffuser de l'énergie. Là, on est plutôt sur une antenne. Vous voyez, je n'ai pas mis les autres valeurs, on y revient ici. Ce que l'on constate dans cette figure, là c'est 20 MHz, 40, 60, 80, 100, 200, 400, là on est à 900 ou je ne sais pas quoi, là on est à 1000 et là 2000. Ce que l'on voit, c'est qu'on a un comportement d'antenne. C'est-à-dire que quand on prend des humains normalement constitués,
suivant enfants, etc., on est entre 1 mètre et 2 mètres. Et entre 1 mètre et 2 mètres, on est une antenne. Et donc, on va avoir une capacité à bien récupérer. Quand vous êtes sur votre poste de radio, comme le mien, un petit peu vieux, donc on a encore l'antenne en étend, et quand on l'a pas assez détendue, eh bien, on ne reçoit pas bien, on l'étend plus, et puis, quand sur la voiture, l'antenne n'est pas bien mise, ben, on reçoit beaucoup moins bien. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire que dans ces zones-là, on est une très très bonne antenne. C'est pas la téléphonie mobile, là, c'est la télévision. C'est la FM. La télévision, c'était télévision noir et blanc, un petit peu Canal+. Maintenant, la télévision, elle est plutôt sur les fréquences élevées. Mais on est beaucoup sur de la FM. C'est-à-dire qu'à 100 mégas, on a une capacité à absorber qui est quand même relativement importante. Et on va donc faire un gabarit de protection qui est à l'inverse. C'est-à-dire que dans les zones où on absorbe bien, on va fortement limiter. Et dans les zones où on absorbe moins bien, bon, on protège moins. Ça veut dire que à 900 mégas, on est à 41. À 2100 et plus haut, ben, on n'est que sur Facic. Donc on va garder ces 60 volts comme limite. Et par contre, à 100 mégas, la limite, elle est à 28 volts par mètre. Et après, je vais passer au truc suivant. Ce qui est important, c'est aussi de voir que les normes sont fondamentalement en puissance. C'est-à-dire que quand on vous dit, j'ai mesuré 4 volts par mètre, on n'est pas 10 fois en dessous de la norme. On est 100 fois en dessous de la norme. On est bien... C'est pas quelque chose qui est trivial. Donc, quand on vous dit, j'ai mesuré dans votre environnement 0,4 volts par mètre. 0,4 volts par mètre, c'est pas 100 fois en dessous de la limite. C'est 100 fois au carré en dessous de la limite. C'est-à-dire que c'est toujours en watts par kilogramme que doivent se faire les choses, parce que c'est quand même... On n'est pas obligé de parler d'augmentation de température, mais c'est quand même ce qui interagit, c'est quand même de la puissance. Il passait beaucoup de temps. Hein. Comment on vérifie la conformité? Il y a des normes, des protocoles qui ont été mis en place. Et donc, en Europe, on a mis en place des tests de mobiles. C'est moi qui dirige toute la normalisation européenne dans ce domaine. Donc, on a plein de normes qui ont été développées pour tester les mobiles, pour mesurer le champ. Et en France, on a aussi, et c'est quelque chose d'important, un protocole de mesure qui a été établi par l'ANFR, par l'Agence nationale des fréquences. Donc si on regarde un petit peu, avant d'aborder maintenant ce qui n'est pas connu, les questions qu'on peut avoir sur la biologie, quand on regarde les niveaux d'exposition, ici on a au maximum de trafic, et ici c'est en prenant en compte les variations, le champ réel, en gros... quel est le niveau de champ que j'ai typiquement dans une situation donnée. On voit la FM, donc comme je vous le disais, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de contrôle de puissance, la TV non plus. Le GSM, on voit qu'on est plutôt à 0,15 quand on fait une mesure. Ça vient grosso modo, une partie vient des données de l'ANFR. Donc vous pouvez retrouver ces données quand vous allez sur le site de l'ANFR, hein, c'est www.anfr.fr, c'est le panorama. Donc il l'actualise chaque année. Et moi, je n'ai fait que rajouter à peu près les niveaux moyens. Ce que l'on constate, c'est que les stations de base et points d'accès Wi-Fi sont entre 1000 et 100 000 fois en dessous des normes. Donc des niveaux d'exposition qui sont relativement faibles. Et quand on regarde le DAS, là, on tombe sur ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je prends la moyenne des GSM, qui est à peu près, ou UMTS, qui est à peu près à 1, quand je regarde la puissance réellement émise, ou bien la puissance réellement absorbée par mon cerveau, on est plutôt à 0,4 watts par kilogramme dans le cas du GSM, et à pouillème de rien avec l'UMTS. Ceci étant lié au contrôle de puissance. Et donc, tout ça pour vous dire que bientôt, c'est le DECT qui, à la maison, va représenter la source pour les enfants, l'exposition la plus importante. Et vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est bien beau, mais ça ne protège que des effets connus. Et qu'est-ce qui se passe?
pour les enfants qui pourraient utiliser longtemps le téléphone ou le fait qu'on ait des expositions multiples. Donc, en gros, beaucoup de questions qui subsistent. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais avant de pouvoir statuer sur un effet sanitaire, il y a quand même une certaine logique à avoir. Ce n'est pas parce qu'on a vu un effet mis en évidence, quand on l'a mis en évidence, un effet physiologique, que cet effet physiologique, il a un impact sanitaire. Vous donnez un exemple. Vous rentrez, là aujourd'hui j'ai la voix cassée, ça c'est un effet sanitaire. Parce que là je suis rentré, sorti, j'ai dû avoir froid. Par contre, il y a plein de fois où je rentre et je sors d'une pièce, j'ai une augmentation de la température, mais mon corps il est capable de réguler. Donc quand je ne dépasse pas, le corps a quand même cette capacité à s'adapter à pas mal de configurations. Et c'est un exemple pour vous expliquer que quand je fais de la recherche, si j'ai un résultat positif, on est sur du matériel variable, donc il faut répliquer. Et ensuite, si c'est un effet avéré, regardez si l'effet biologique a un impact sanitaire. Alors, c'est pas, comme je disais au début, je vais pas statuer. D'abord, personne ne peut statuer aujourd'hui. Beaucoup d'études qui ont été faites, mais très très dur de tirer des conclusions. Et je vais plutôt aborder cet aspect, c'est dur de conclure. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que beaucoup d'études qui ont été menées. Je regardais encore dernièrement, on est à plus de 2000 études qui ont été menées dans le domaine des radiofréquences, qui sont répertoriées sur la base de l'OMS. Dans le cas de la téléphonie mobile, on est à peu près à 600. Moi, comme le disait Pierre Noël, je m'occupe de ces questions depuis 1994. Ce que Pierre Noël a oublié de dire, c'est qu'en 1994, quand on a eu besoin de financer des études, donc d'aider des biologistes, moi je suis allé voir Pierre Noël en disant « il faut que tu nous donnes des sous ». Et il a accepté. Ça, il a oublié de le dire. Et je pense que c'était important de s'en rappeler. C'est-à-dire qu'on a besoin, quand personne ne s'en préoccuper, quand aucune autorité sanitaire ne se préoccupait de ces questions, des gens comme Pierre Noël, comme moi, étions sensibilisés à cette question et on a payé des études. Alors, la question qui se pose, c'est de dire ah oui, mais vous payez des études, mais vous ne cherchez que là où vous êtes sûr de ne pas trouver. Parce que je pense que tout le monde peut être d'accord avec moi, les scientifiques sont honnêtes. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas plus malhonnêtes que les autres. Et donc, je pense que penser, ou laisser penser que des études puissent être truquées, c'est peu respectueux des efforts menés par les scientifiques pour suivre des protocoles bien élaborés et avoir une rigueur qui est tout à leur honneur. Par contre, le vrai danger, c'est de ne chercher que là où on est sûr de ne rien trouver. Et ça, on sait que c'est faisable. On pourrait très bien dire, France Télécom en 1994 s'intéressait déjà à ces questions, mais il s'en intéressait tellement bien qu'il avait déjà détecté les sujets sur lesquels on pouvait travailler sans qu'il y ait aucun impact. Et c'est pour ça que très très vite, toute la communauté a pris en charge la création d'un projet EMF dont l'objectif n'est pas de financer des études, mais de déterminer les études à mener. C'est-à-dire que quand on veut financer des études, et c'est encore comme ça que je fonctionne aujourd'hui, quand on veut financer des études, on ne finance pas les études que l'on veut. On finance les études qui sont demandées par l'OMS. C'est-à-dire que l'OMS met des pointeurs, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et on ne fait que rentrer dans un cadre général. Donc plus de 600 études biomédicales menées, in vitro, humaines, épidémiologiques. Beaucoup de rapports d'experts aussi. Je pense que quand vous allez sur l'agence de sécurité sanitaire environnementale et travailleurs, l'AFSE, l'AFSET, vous avez des rapports d'experts. En France, on a l'AFSE, au Royaume-Uni, il y a le MTHR, en Suède, il y a le SSI, aux Pays-Bas, et on peut, là j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a d'autres, C'est-à-dire que chaque pays a, et c'est bien normal, mis en place un groupe d'experts qui... parce qu'on pense toujours que les experts des autres sont moins bons que les siens. Et donc on a une vision qui est un peu national-centrique
de notre capacité à juger les choses. Et donc, on a créé pas mal de groupes d'experts, mais ils disent tous à peu près la même chose, c'est que on ne sait pas trop. Il y a pas d'études qui montrent, pas d'effets. En fait, si on reprend un peu la langue de bois, ça donne... il n'a pas été fait la preuve de l'existence d'un risque sanitaire. C'est fait que langue de bois, mais c'est la réalité. C'est pas parce qu'on n'a rien prouvé qu'il n'y a rien. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des études qui ont été menées, on est quand même dans une configuration où j'y reviendrai, beaucoup d'études qui avaient montré un impact physiologique ou sanitaire n'ont pas été répliquées. Avant d'avancer dans ce sujet, je pense qu'il est important de bien faire la différence entre antenne et station de base, mobile et station de base. Les problèmes sont différents de par le niveau d'exposition. Quand, avec un mobile, on a une exposition qui est, on va dire, entre 2 et 20 fois les normes, suivant le contrôle de puissance, etc., c'est quand même des niveaux d'exposition qui n'ont rien à voir avec des expositions liées avec les stations de base, où on a des expositions qui vont être 1000, 10 000, 100 000 fois en dessous des normes. Alors, là, en général, la question qui est posée, et que moi je me suis posée, et à laquelle j'essaie de répondre de manière scientifique, c'est de dire, oui, mais il y en a un, j'utilise 2 heures, 3 heures, 4 heures par mois. Les autres, c'est une émission permanente. Elle est faible, mais elle est permanente. On fait un calcul, et si on considère un téléphone qu'on va utiliser 2 heures par mois, un abonnement, 2 heures par mois. Donc ça veut dire 2 heures entrée, 2 heures sortie. Il n'y a pas de point d'accumulation. Et donc en général, si on paye 2 heures, on soit 2 heures en plus. Les autres téléphones aussi. Donc ça veut dire 4 heures. 4 heures du téléphone, avec le contrôle de puissance, en prenant tous ces éléments-là, il faudrait être 24 heures sur 24 devant une antenne de station de base avec un niveau de champ de 7 volts par mètre. Aujourd'hui, ce que l'on rencontre dans la rue, chez vous, c'est 70% du temps moins de 0,05 volts par mètre. Je vous laisse faire la suite, c'est-à-dire que 0,05 par rapport à 5, c'est 5, ça va être 100, donc ça va être 10 000. Donc en gros, une station de base, les stations de base n'ont pas un impact sanitaire. Le niveau, on va dire, on va le faire plus proprement, on va faire comme les experts de l'AFSE. Au regard des niveaux d'exposition constatés, les experts de l'AFSE n'ont pas retenu l'hypothèse d'un risque sanitaire. Parce que faire la démonstration que quelque chose n'existe pas, c'est quasiment impossible. Et donc on revient à quelque chose, l'importance les conditions expérimentales sont importantes, parce que la matière vivante, c'est complexe, et une seule étude n'est pas suffisante. On a beaucoup de cas où des études positives n'ont pas été conformées. En 1996, il y avait une étude qui a été menée par Repaccioli, sur des souris modifiées génétiquement. On les expose pendant longtemps, on voit qu'il y a une augmentation du nombre de cancers. Ces études ont été répliquées et n'ont pas été... On a répliqué les études, on n'a pas répliqué les effets. Et je mets barrière hémato-encéphalique. On en a pas mal parlé en France, parce que Pierre Aubineau, qui est un collègue de Bordeaux, a fait ses études. C'était dans le cadre d'un programme national qui s'appelait Comobio, donc on était d'autant plus concernés que c'était chez nous. Ces études-là ont été répliquées aux États-Unis, il n'y a pas eu d'effet. Donc on n'a toujours pas compris ce qui s'était passé. De Pomeray, c'est un Anglais, lui il a pris des vers de terre, il les a soumis à des ondes, et il voit que les vers de terre, quand on les décortique, il y a une expression, il y a du stress. En gros, les cellules émettent des protéines, qui s'appellent les HSP, qui sont, en gros, on dit des protéines de choc thermique, parce qu'en général, le stress, c'est du stress lié à la chaleur, mais c'est du stress tout court. Il a refait lui-même l'expérimentation en améliorant le système d'exposition, ça n'a pas été refait. On peut, pareil, sur TNO, ils avaient fait des études sur l'hypersensibilité en prenant des gens
Mais ça a pas donné, il semblait montrer que les gens étaient plus sensibles à l'UMTS qu'au GSM. Ça a été répliqué en Suisse, ça a été répliqué en Angleterre, ça n'a rien donné. Et je vous passe les derniers débats de ces derniers mois où des gens ont truqué les résultats en Autriche. Point important, c'est la complexité de l'analyse des études épidémiologiques. Je pense qu'on vous en parlera après, mais il y a une très très grande étude qui s'appelle l'étude Interphone, une étude multinationale qui est chargée d'analyser la corrélation, pas la causalité, hein, la corrélation entre l'utilisation d'un mobile et l'apparition de tumeurs. Alors ça va tumeurs des glandes salivaires, tumeurs du nerf auditif et aussi gliome. Ce sont des études, c'est une étude multinationale parce que l'idée c'était d'augmenter la puissance de détection. Et dans une étude épidémiologique, il y a deux paramètres importants, c'est s'il existe, quelle est la probabilité que j'ai de le détecter, et ensuite, quand j'ai vu quelque chose, est-ce qu'il est statistiquement significatif? Première question, pour avoir une puissance de détection, il faut du monde. Comprenez bien que quand un événement est rare, on a intérêt à multiplier les évaluations pour arriver à une évaluation précise. Dans le cas de l'étude Interphone, j'ai sélectionné, pour vous montrer la complexité, pas pour clore le débat, ce n'est pas mon objet, j'ai sélectionné une étude qui est une étude qui est allemande et UK, tout combiné. Donc c'est pas mal d'études qui ont été compilées ensemble. Le odds ratio, c'est simplement pour vous expliquer que c'est le nombre de cas, donc le nombre de malades sur la population des exposés, sur le nombre de malades sur la population des non-exposés. Par exemple, on sait qu'il va y avoir une tumeur du nerf auditif sur 500 000 personnes. Donc ici, on va mettre 1 sur 500 000. Non, pour les non-exposés. On va essayer d'estimer cette valeur-là pour les gens qui sont exposés. Alors exposés, ça pourrait être utiliser le téléphone, manger des betteraves, enfin, c'est tous les agents physiques qu'on pourrait avoir, puisque c'est comme ça que marchent les épidémiologistes. Et on va faire le ratio des deux. Donc en gros, quand on dit j'ai un OR, un odds ratio de 2, ça veut dire que si le risque était de 1 sur 1 million d'avoir un gliome, eh bien en téléphonant, vous avez 2 sur 1 million. Voilà. Alors maintenant, on regarde un petit peu le résultat de cette étude parce qu'il est intéressant. Parce qu'on en a pas mal parlé dans la presse. Hein. Vous avez vu comme moi, si vous y êtes intéressé, sinon je vous le dis, au-delà de 10 ans, on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un risque sanitaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y a 3 études sur 23 qui semblent montrer que, au-delà de 10 ans d'utilisation du téléphone, il pourrait y avoir une augmentation de 1,4. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une tumeur sur, je ne sais pas combien il y a de gliomes, je ne connais pas, je n'ai plus en tête la proportion, mais au lieu d'en avoir une, mettons, sur 100 000, 200 000, eh bien, il y en aurait 1,4. Bon, ça paraît pas beaucoup. On est plus de 3 milliards d'utilisateurs du mobile, donc il faudrait mieux le savoir assez vite. Mais là où les choses commencent à se complexifier, et ça on l'a oublié, c'est quand je regarde, puisque quand j'oublie, comment dire, quand je ne demande pas de quel côté les gens ont utilisé le téléphone, voilà les résultats que j'ai. C'est-à-dire que quand je ne demande pas à quelqu'un qui a un gliome, donc il y a une petite difficulté quand même à répondre, de quel côté il a utilisé le téléphone il y a 10 ans, parce que c'est comme ça que les choses se posent. Alors l'épidémiologie, c'est l'art d'avoir des réponses fausses localement et une réponse globale juste. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de biais, vous répondez une réponse, et au pire elle est au hasard. Et donc elle est un peu plus, un peu moins, et si on est beaucoup à répondre, ça va se moyenner. Donc je vais arriver, c'est ce que je trouve assez magique dans l'épidémiologie. J'ai 2 trucs que j'aime bien, c'est les ondes électromagnétiques et l'épidémiologie, parce que ça arrive à extraire des informations de quelque chose, on pense, très très bruité. Et donc, quand on regarde un petit peu, quand on ne pose pas la question de quel côté les gens ont utilisé, bon, on n'en extrait pas grand-chose. Et donc les gens se disent, bon, on va être un peu plus, on demande de quel côté ils utilisent, et on a donc la notion d'ipsilatéralité, même côté, et contralatéralité,
du côté opposé, c'est-à-dire que moi je dis voilà, j'utilise mon téléphone à droite, etc. Qu'est-ce que je vois? Au-delà de 10 ans, il y a une augmentation, mais en dessous de 10 ans, il y a une protection. Personne ne peut retenir cette hypothèse comme valide. Même pas les opérateurs qui pourraient essayer de se faire rembourser par la sécurité sociale. Rien. On ne pense pas qu'il puisse y avoir un effet protecteur. Donc ça veut dire que ça met en grand la question des biais. Ça n'enlève pas la question. Ça n'enlève pas la question. On ne peut pas exclure l'hypothèse d'un risque sanitaire. Ça, c'est vrai. Mais dans le même temps, ça met quand même un sacré coup de plomb sur une analyse globale. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un biais lié à la population qui accepte? Quand on regarde les gens qui utilisent beaucoup le téléphone, ils sont très actifs, peut-être qu'ils n'ont pas envie de perdre du temps à répondre. Donc il y a un premier biais. Deuxième biais, est-ce que les gens qui ont une tumeur du nerf auditif ou des gliomes, vu la pression médiatique aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas déjà pensé à cette question quand on la repose? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà résolu le problème? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà mis sur le dos du téléphone le fait qu'ils avaient une tumeur? C'est un biais, je ne juge pas les gens, je dis il y a un biais dans la réponse. Puis aussi un faible nombre. Voilà, donc ça nous rend d'autant plus sensibles à avoir des critères d'analyse objectifs qui soient précis. Enfin, là où on peut être précis, autant l'être, quoi. Et c'est l'importance de la dosimétrie. Donc, qu'est-ce que c'est que la dosimétrie? C'est simplement les outils que l'on va mettre en place pour répondre, pour évaluer le niveau de puissance que l'on absorbe ou que les rats absorbent quand on construit un système d'exposition. Les slides, les transparents, les planches, ils seront sur le site de l'association. Donc ça me permet de pouvoir aller un peu vite sur certains trucs. Il y a les avantages et les inconvénients. Vous allez voir, un téléphone, c'est quelque chose de très très compliqué. Le modéliser, c'est très compliqué. Le mesurer, c'est assez facile. Donc il y a des avantages à la mesure, il y a des avantages à la simulation. Moi, je milite sur le fait que c'est une approche hybride. C'est dans l'approche hybride que la solution est. À savoir combiner des simulations et des mesures, c'est vraisemblablement la solution d'avenir. Depuis 10 ans, il y a de gros efforts qui ont été faits en mesure. Justement, en lien avec la certification, en lien avec la mesure, on a développé des sondes. Vous voyez, une sonde comme ça, ça a été développé à Brest, à l'école, à Télécom Bretagne. Au début, on avait des sondes qui faisaient 5 mm. 5 mm, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, on a avec des sondes qui font quelques millimètres. On a développé des sondes de champ et avec une entreprise aussi de Bretagne qui était Antenne SA, qui maintenant est Satimo, on a développé un dosimètre individuel qui est aussi dans le camion, je l'ai vu. L'analyse de la conformité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini une forme et un liquide. Alors on s'est servi de simulations. Alors là, on a contribué. Mon labo a contribué, mais ce sont des études qui se mènent au niveau international. C'est-à-dire que moi, je suis allé plusieurs fois discuter avec la FCC des positions de test. Je vais vous montrer après. C'est pas des discussions. Il n'y a pas un fantôme en France et un fantôme aux États-Unis. Il n'y a pas des positions en France et des positions aux États-Unis. Il y a une concertation. Et quand on a mis en place ces méthodes de test, on les a discutées au plus haut niveau. Donc on a pris en compte une forme qui maximise le SAR, on a trouvé des liquides équivalents et on met en place des robots, des sondes pour mesurer. Et on normalise cet ensemble. L'idée est que quand vous allez mesurer dans le liquide, vous n'aurez jamais un débit d'absorption spécifique qui soit inférieur à ce qu'il y aurait dans une vraie tête. Ça, c'est le mandat initial. Vous ne savez pas quel est le vrai débit d'absorption dans une vraie tête, mais le mandat, il doit être inférieur. Et donc, on a calculé l'ensemble des liquides avec un ensemble de tests qu'on a mis en place, un ensemble d'expérimentations, d'études, pour maximiser les choses. Et aujourd'hui, ce que l'on a, c'est qu'on prend un fantôme, alors soit on le prend, et je pense que dans une des vidéos, il est testé par le haut,
C'est-à-dire qu'on a fait un petit trou ici, puis il y a une sonde qui va mesurer. Dans mon labo, on est plutôt... ça, c'est des systèmes qui sont vendus par les systèmes bretons. Donc en TNSA, nous, on était plutôt sur cette option. Donc on a un robot, on a coupé le fantôme en deux, et l'idée, c'est par le bas de mettre le fantôme, de mettre le téléphone dans ses configurations. Et ensuite, on va faire plusieurs positions, plusieurs fréquences, et on va rechercher le maximum. Ce qui fait qu'à la fin, on arrive à dire, voilà, le téléphone, au maximum, quelle que soit sa position, quelle que soit sa fréquence d'utilisation, j'en ai GSM 900, 1800, UMTS, voilà, c'est un maximum. Pas mal de travaux aussi qui ont été menés sur la mesure de champ. On pourrait penser que mesurer le champ électromagnétique, c'est facile. Donnez-moi donc un mesureur que je mesure, rapidement, comme ça, vite fait. C'est pas tout à fait aussi simple. Malheureux, mais c'est pas tout à fait aussi simple. Les ondes que l'on reçoit à un endroit donné, c'est la recomposition, ce sont des ondes qui viennent de partout. Et donc, parfois, c'est en phase, parfois, c'est pas en phase, ce qui fait qu'on a un signal qui est profondément perturbé. On a ce qu'on appelle des variations rapides, et puis pour les spécialistes, du fading. Alors on a un fading rapide, après on a du shadowing. Enfin, bon, les télécoms, c'est un monde où on parle bien, vous savez. Beaucoup d'entre vous sont ou ont été aux télécoms, on parle beaucoup anglais. Mais en gros, on a bien ces variations rapides qui sont liées aux immeubles, qui sont liées aux sauts de fréquence, etc. Et donc la question qu'on est posée, c'est si je cherche la valeur moyenne en un endroit, si je cherche mon niveau d'exposition, combien de points j'ai besoin? Combien de points me faudra-t-il pour faire un estimateur de la moyenne? Et on voit que, étant donné qu'on ne connaît pas très bien les lois suivies par ces fadings, ou en tout cas, on connaît bien les lois, mais on ne sait pas les relier à un environnement. Donc on a été obligé de travailler, on a fait pas mal de stats sur les types de variations possibles, et puis sur des moyennes de moyennes. Voilà. Et on essaye, c'est un des problèmes. Donc tout ça, et ça a contribué à l'établissement d'un protocole au niveau européen. Dans le cas de la dosimétrie personnelle, on a mis en place ce système, et aujourd'hui on essaye de regarder comment on peut faire de l'interpolation. Ce qui serait pas mal, c'est d'utiliser des dosimètres, de les avoir dans plusieurs endroits, et de pouvoir interpoler. On utilise des techniques de géostatistique. On essaye de creuser des techniques qu'on appelle le krigeage. Monsieur Krige, c'était quelqu'un qui cherchait, qui est en Afrique du Sud, qui travaille pour les mines. On comprend bien que quand on creuse des trous, on ne peut pas en creuser beaucoup, ça coûte très très cher. Et donc ils sont devenus très très forts dans l'interpolation des données. Si je trouve de l'or ici, et puis de l'or ici, est-ce qu'il y en a aussi ici? Et puisque ça coûte très très cher de creuser, il faut donner un intervalle de confiance. Voilà, donc le krigeage, c'est une interpolation plus l'intervalle de confiance lié à cette interpolation. Voilà. Bon, pareil, on travaille pas mal là-dessus. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une très très forte montée de la dosimétrie numérique. Il y a de gros efforts qui ont été faits. Moi, mon labo, par exemple, c'est essentiellement là-dessus que je travaille. Beaucoup de calculs numériques. Mais on a tiré avantage aussi d'avoir des systèmes informatiques qui sont de plus en plus puissants. Et y compris aujourd'hui, nous, dans mon labo, on utilise des cartes graphiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cartes graphiques sont tellement puissantes que si on arrive à détourner le processeur graphique, on arrive à avoir des calculs qui sont extrêmement rapides. On a gagné un facteur 50 sur nos calculs en utilisant des cartes graphiques détournées. Aujourd'hui, il y a quand j'ai commencé, on mettait une semaine pour calculer une sphère avec un téléphone qui était une boîte. Aujourd'hui, on met 10 minutes. Donc ça permet de voir les choses de manière un petit peu différente. On est capable d'avoir des modèles de plus en plus complexes. Ceci étant, comme on le voit ici, je ne vais pas m'attarder, mais très très vite, on arrive à avoir des problèmes qui sont extrêmement volumineux. Et il faut appeler les choses par leur nom, dans la résolution des équations différentielles, le nombre d'inconnus est quelque chose d'important. Et donc, on est plutôt parti
pour des méthodes qui n'auront pas inversé des matrices. L'autre difficulté, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a une forte hétérogénéité des tissus, et comme on le voit, bon, le sang, etc., on a des choses qui sont très très différentes. Donc à 900, à 1800, à 2,1, et on doit prendre en compte ces aspects-là, plus le fait que les tissus sont dispersifs. Et donc c'est vraiment très très important de pouvoir prendre les bonnes méthodes, et la solution qui a été prise, c'est d'utiliser les différences finies dans le domaine temporel, parce qu'elles ne nécessitent pas d'inversion. La contrainte, c'est qu'on est obligé de découper l'espace, c'est-à-dire que tous mes petits bonhommes, je les découpe millimètre par millimètre, et je vais faire propager l'onde dedans. C'est-à-dire que c'est quand même relativement lourd, mais enfin, c'est quand même bien précis. On va calculer, donc là c'est 1 millimètre, et au centre de ce petit cube d'1 millimètre, je vais calculer le champ électrique, donc ces 3 composantes, et je vais calculer le SAR. Et je fais ça pour mes 60 millions de cellules. Et microseconde après microseconde. On comprend que ça puisse prendre du temps. Bon, c'est pas moi qui le fais, c'est l'ordinateur, c'est pas grave. Point crucial, c'est les modèles. On voit bien que modéliser un téléphone, là on voit c'est simple, on peut très très vite les complexifier. Et la représentativité de la source est quelque chose d'important, puisque quand on éloigne, enfin, en gros, je reviens à la problématique, une station de base, on est loin, on a un champ. Ici, quand on parle du mobile, c'est pas la peine de parler en volts par mètre. Il y a un tel couplage entre les tissus et le fantôme que ce qui interagit est tellement puissant que c'est vraiment à l'intérieur des tissus qu'il faut aller voir. C'est-à-dire que si je retire le téléphone et que je mesure ce qui se passe tout près, j'en tire aucun enseignement sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on a développé pas mal de modèles. Et par exemple, là, vous avez... j'ai pas mal développé de collaborations au niveau international pour justement créer des synergies. Donc ici, vous avez Zubal, c'est un Américain. Ici, c'est une Japonaise, un Japonais, un Coréen, Visible Human, et ici, un Anglais. Voilà, donc on a peu de modèles. Mondialement, on y reviendra, je vous les montrerai, on a aujourd'hui une quinzaine de modèles. Et vous imaginez le challenge, on nous demande, avec ces 15 modèles, d'évaluer le champ absorbé par la population humaine. Et c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est la représentativité. Bon. Donc en termes d'application, on est capable de prendre des têtes d'enfants, de calculer, on prend du calcul numérique, on a le SAR, on est capable d'extraire le gramme de tissu d'exposition maximale dans la tête d'enfant. Bon, c'est des résultats qui sont importants quand on travaille pour Interphone, par exemple, dans les travaux que j'ai pu mener avec les gens qui font de l'épidémio. Ils ont envie de savoir quel est le niveau d'exposition maximale de 1 gramme du cerveau d'un enfant, d'un adulte, etc. Quand on conçoit un système d'exposition aussi, il n'y a pas que nous qui avons le droit au téléphone, les rats aussi. Les rats, on les met dans des tubes, on les fait téléphoner, mais il faut faire des téléphones particuliers, hein. Et ils ne payent pas. Donc bon, on fait une petite boucle. Les méthodes numériques nous permettent de regarder comment se répartit l'énergie. Ce que je disais tout à l'heure, ce que l'on voit, c'est que quand on est à 900 mégas, l'énergie se diffuse plus profondément. Quand on est sur l'UMTS, on a une absorption un peu plus importante des tissus périphériques et un peu moins importante des tissus du cerveau. Ces techniques numériques ont aussi été utilisées pour évaluer la relation température-SAR. Beaucoup de questions qui ont été posées il y a quelques années sur est-ce que ça n'augmente pas la température. Ce qu'on montre, ce que l'on calcule et ce qui a été vérifié par mesure, c'est que quand vous prenez une boîte noire, que vous la mettez près de votre oreille, qu'il y ait ou pas des ondes, au bout de quelques minutes, vous allez commencer à avoir chaud. Parce que vous n'avez plus d'évaporation, plus de convection, plus de rayonnement. Et c'est l'essentiel de la chaleur que l'on a quand on prend un téléphone près de la tête, puisque ce qui vient de l'onde radiofréquence, ça représente une augmentation maximale de 0,1 degré dans la peau. C'est dans cette zone-là, maximale 0,1 degré. Rapidement sur les enfants, on a pas mal de la presse grand public est revenue
sur la question de l'exposition des enfants en prenant comme étude de base une étude qui avait été menée il y a une dizaine d'années par un collègue qui s'appelle Om Gandhi, qui est aux États-Unis. Om est quelqu'un de sympa, mais il a pris une tête, parce que c'est une approche que j'aurais peut-être pu prendre aussi. On prend une tête d'adulte, puis on la réduit. Et on dit, je vais faire une tête d'enfant. Et c'est complètement faux. Hein. Une tête d'enfant, c'est pas une petite tête d'adulte. Les proportions sont différentes. Et les résultats que l'on a en utilisant cette méthode donnent des résultats aberrants. C'est pour ça qu'avec Télécom ParisTech, et dans le cadre d'un programme ANR Adonis, on a développé des têtes d'enfants basées sur de l'imagerie médicale. Et avec ces têtes d'enfants, on a pu mener des études sur des études comparatives. Alors, pas beaucoup, il nous manque encore beaucoup de têtes. Vous voyez, on avait 6, 7 têtes, là on en a 6, on avait 7 en fait. 6 têtes d'adultes, là on a 6, 7 têtes d'enfants. Statistiquement, c'est un peu compliqué. On voit bien qu'avec 6 petits-enfants, on ne va pas en tirer grand-chose. Ceci étant, ce qui nous a permis de voir que, grosso modo, sur 10 grammes, il n'y a pas de différence. Par contre, quand on regarde l'exposition des tissus périphériques du cerveau, l'oreille étant plus petite, la peau étant plus petite, le crâne étant plus petit, vous êtes comme moi, vous avez le téléphone qui est plus près du cerveau. Et donc, on a effectivement des couches périphériques du cerveau qui sont un peu plus exposées chez l'enfant que chez l'adulte, notamment en dessous de 10 ans. On a aussi étudié l'influence des nouveaux usages. On est de plus en plus en train de regarder le téléphone. Il faut savoir que quand je prends mon téléphone, oui, j'utilise un téléphone. C'est pas la peine de me poser la question. J'utilise le téléphone, mes enfants aussi. Donc, quand on le met là 1, on a la puissance absorbée. Et si on la normalise, on met 1. Quand je l'utilise à 10 cm, j'ai 40% de la puissance. Et quand je suis à 40 cm, j'ai 1% de la puissance. Et donc, ça, excusez-moi, quand je suis à 10 cm, c'est 10%, et quand je suis à 40 cm, c'est 1%. Et on voit que les nouveaux usages sont réellement en train de changer le niveau. La technologie, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'UMTS, de par une stratégie différente de la gestion de puissance, induit une exposition moindre, mais les usages aussi. Et c'est tous ces éléments-là que nous donnons aux biologistes. En gros, là, on est en train de travailler sur une cage. On voulait travailler, je ne l'ai pas mis dans les exposés, mais les biologistes sont venus nous voir en disant on aimerait bien exposer des petits animaux. Et on a donc travaillé sur un concept nouveau d'une cage réverbérante avec des petits rats libres et en mettant beaucoup d'antennes à l'intérieur et en vérifiant que les ondes viennent bien de partout, comme on pourrait l'avoir dans un système où on veut que les petits animaux soient exposés de la même manière, quelle que soit leur proximité ou pas de la mer. Voilà. Et donc on mène ce genre d'études pour ensuite donner les éléments que l'on obtient aux biologistes et aux épidémiologistes. Le problème est que comment gérer la variabilité? Le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est quand je regarde l'exposition d'une personne à une onde, suivant que je suis la femme japonaise ou Visible Human, je peux avoir des différences qui peuvent aller jusqu'à facteur 2. C'est-à-dire qu'on voit bien que le problème qui nous est posé en grand, c'est la variabilité des modèles. Il y a pas mal de modèles qui ont été développés mondialement, mais on ne connaît pas du tout leur représentativité. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment, vraisemblablement, en tout cas c'est ce que je défends, comme le plus gros challenge que l'on ait, puisque à partir de 15 bonhommes, là je vous en montre une douzaine, dont on voit qu'ils ont du mal à se placer. Là, c'est l'indice de masse corporelle. Moi, je serais plutôt pas au milieu, quoi. Quand on regarde ces bonhommes-là mis sur une population chinoise ou sur une population française, ils ne se représentent pas du tout de la même manière. Et donc, comment les résultats que j'obtiens en utilisant ces modèles-là peuvent être extrapolés à d'autres personnes? Enfin, grosso modo, comment j'extrapole à vous les résultats que j'ai avec des modèles qui sont réalisés millimétriquement?
Et ce n'est pas un problème de conformité, parce qu'on a des méthodes qui nous permettent maintenant de savoir qu'on est au maximum. Le problème, c'est que quand je veux travailler pour de l'épidémiologie, si je veux comparer enfants-adultes, ce n'est pas maximum des deux côtés, c'est comparer enfants-adultes. Voilà, donc le problème aujourd'hui est réellement de gérer cette variabilité. Quels sont les paramètres influents, quelle est la valeur du SAR dans un quintile à 95%, avec comme problème majeur que je ne peux pas avoir beaucoup d'échantillons. C'est-à-dire que ce n'est pas la méthode numérique qui devient un problème, c'est vraiment le nombre de bonhommes complets que j'ai. J'en ai une quinzaine et j'en aurai jamais plus, parce que pour faire un bonhomme, ça coûte très cher et ça met à peu près 2-3 ans. Donc on voit le problème qu'on a. Voilà, et donc on est en train de travailler beaucoup avec des méthodes probabilistes, hein, avec des inférences bayésiennes. Voilà. Et je m'arrête là.